De retour dans LCI Midi pour une heure d'actualité à l'international. Bienvenue si vous nous rejoignez. Actualité chargée avec la ville de Kherson qui continue aujourd'hui de savourer sa libération. Voilà maintenant 48 heures. Vous allez découvrir ces images, l'accueil des soldats. C'était hier par les habitants qui courent vers eux avec des fleurs, images très fortes, beaucoup de séquences que l'on reçoit depuis la libération de cette ville du sud de l'Ukraine. Il y a déjà 48 heures, la ville qui se remet en route après 8 longs mois passés sous occupation russe. On le verra, notamment avec nos envoyés spéciaux qu'on va retrouver dans moins de 2 minutes. Benoît Cristal qui est sur le terrain alors que nos équipes sont parmi les premières à avoir pu pénétrer dans la ville libérée de Kherson. Juste le temps de vous présenter le plateau, nos invités, nos experts. Bonjour à tous les trois. Nathalie Schrin, vous êtes française d'origine ukrainienne, membre de 4 associations ukrainiennes, dont des femmes ukrainiennes en France. Belir Nabli, chercheur en relations internationales à Sciences Po. Gérard Chalian, géopolitologue, spécialiste des relations internationales et stratégiques, auteur également de ce livre, Atlas stratégique, de l'hégémonie au déclin de l'Occident, qui vient tout juste de sortir au début du mois, aux éditions Autrement. Voilà, on aura sans doute l'occasion, j'espère, d'en parler. Et puis on accueillera dans un instant également Christian Maigrelis, ancien conseiller de Gorbatchev, qui va nous rejoindre d'ici quelques petites minutes. Mais d'abord, partons sur le terrain pour retrouver nos envoyés spéciaux à Kherson. Benoît Cristal, Basile Bonne et Paul Bouffard. Benoît, le défi est désormais de remettre la ville sur pied. Quelle est l'atmosphère actuellement ce matin à Kherson ? L'ambiance est toujours flottante ici à Kherson. Alors vous le voyez, les habitants continuent de fêter leur libération. C'est dimanche, mais on est loin d'un retour à la normale. Il n'y a toujours ni eau, ni électricité. Et puis les opérations militaires continuent. Nous étions tout à l'heure avec la 28e brigade de l'armée ukrainienne qui est entrée en ville. Eh bien, son chef nous a dit qu'il venait d'arrêter 2 soldats russes restés sur place. Du côté de la vie des civils, eh bien, nous n'avons pas assisté à la remise en état des infrastructures. L'entrée de la ville reste bouclée, donc nous ne sommes pas encore au stade où les civils qui avaient fui peuvent revenir. On estime qu'environ 150 000 habitants de Kherson avaient fui la ville lorsque les Russes l'ont prise au mois de mars dernier. Et merci beaucoup à Benoît Cristal, Basile Bonne et Paul Bouffard. Je rappelle que nos équipes sont parmi les premières à avoir pu pénétrer dans la ville de Kherson et nous montrer toutes ces images qui sont assez incroyables de libération de Kherson. Alors après les scènes de liesse qu'on a largement vues, de bonheur qu'on comprend bien évidemment, de soulagement, il faut, Nathalie Schrin, se remettre au boulot, remettre aussi la ville sur pied. Il nous l'a très bien expliqué, Benoît Cristal, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage. Il va y avoir énormément de travail en fait désormais. Oui, mais bon, chaque Ukrainien est très très doué pour la construction. Ils sont tous, là je pense qu'ils sont tous remontés. On a eu une superbe victoire. Des gens sont enfin libres, même s'il y en a qui ont été, déportés en Russie. On espère qu'ils vont revenir et j'espère qu'ils sont en sécurité. Il faut savoir aussi que dans le sud de l'Ukraine, l'eau c'est primordial parce que dès qu'on commence à creuser un trou, un puits, c'est de l'eau salée qu'il y a, donc c'est difficile d'avoir des puits à la maison. Dans cette région-là, j'ai de la famille. Et vous avez eu de nouveaux contacts Oui, avec, mon cousin d'Odessa, lui, il était dithyrambique, il était ravi, il n'avait aucun doute que Kherson allait être récupéré avant la fin de l'hiver, et il avait doublement raison. Et puis le cousin de Kherson, il y a 3 jours, était en vie. Donc on est vraiment très rassurés, on est très contents pour eux et il faut que nous, derrière, nous les Ukrainiens de la diaspora, il faut qu'on assure derrière et qu'on les aide un maximum pour notamment l'électricité, les générateurs, les choses comme ça, les vêtements chauds, et donc on fait des collectes déjà depuis plusieurs semaines, donc on va continuer. Et ce sont bien évidemment d'excellentes nouvelles. Gérard Chalian, par quoi on commence quand on voit l'ampleur du chantier aujourd'hui dans ces villes qui sont libérées comme Kherson? On constate la joie de la libération. On constate aussi que c'est un nouveau revers pour Vladimir Poutine. Ceci dit, la guerre n'est pas terminée. Les forces russes se sont repliées de l'autre côté du Dniepr. Sur 3 lignes défensives. Et 3 lignes de front très importantes, c'est-à-dire que là, indiscutablement, les Russes ont l'intention de s'accrocher très fort au terrain. C'est-à-dire que nous abordons peut-être la phase la plus importante de la guerre, la plus âpre, celle où il va falloir de façon décisive marquer celui qui va tenir le plus longtemps possible
dans une situation qui est difficile. L'hiver commence, les difficultés du point de vue hommes du côté ukrainien sont réelles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils gaspillent leurs hommes, ils en ont besoin. L'offensive, ça coûte toujours très cher. Pour les Russes, il suffit qu'ils s'adossent à ce qu'ils ont préparé. Je pense que Vladimir Poutine s'organise le mieux possible pour renforcer ses troupes. Il n'a pas du tout l'intention de céder. La guerre est loin d'être terminée. On n'en est pas du tout à l'idée d'une débandade quelconque. La guerre qui est loin d'être terminée. Alors, on va... Alors que Mathieu Carman nous rejoint sur ce plateau pour nous montrer un petit peu justement comment la vie reprend à Kherson. Je viens vers vous, Bélir Nabi, j'ai vu que vous vouliez réagir. Je présente aussi au passage Christian Maigrelis, je vais dire ancien conseiller de Gorbatchev. Tenez, donnez-moi votre livre, vous êtes arrivé à l'instant. Hop, que je le présente. Merci beaucoup. Le naufrage de l'Union soviétique, chose vue aux éditions transcontinentales d'édition. Bon, le plateau est au complet, on peut continuer de débattre. Alors, Mathieu Carman, c'est vrai qu'on en parlait à l'instant, il y a un véritable chantier à Kherson, et notamment pour reconnecter la ville finalement au reste du monde, parce qu'on a vu que les soldats russes, notamment en partant, avaient détruit énormément d'éléments de télécommunication. Et d'ailleurs, Nathalie Schrand nous le dit souvent, que vous aviez même plus de contact parfois avec votre famille dans le sud de l'Ukraine. Hein. Oui, tout à fait. Oui, ils ont détruit donc beaucoup d'éléments de télécommunication, mais plus largement des infrastructures essentielles de la ville. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le président Zelensky, il s'est exprimé hier soir. Avant de fuir Kherson, les occupants ont détruit toutes les infrastructures essentielles. Communication, approvisionnement en eau, chauffage, électricité. Mais nous allons tout reconstruire, croyez-moi, même si cela prend du temps. L'objectif, donc, vous venez de l'entendre, tout reconstruire et reconnecter la ville au reste du monde. La ville n'a donc plus d'eau, plus d'électricité, et c'est l'un des grands défis désormais. Pour vous donner une idée, selon Dmytro Sakharouk, le directeur exécutif de DTEK, c'est le plus grand producteur d'électricité privé d'Ukraine, il avait fallu plus de 30 jours pour remettre l'électricité dans l'oblast de Kiev lorsqu'il y avait eu une coupure. C'était il y a quelques mois. Là encore, l'électricité avait été coupée, donc plus de 30 jours. C'est extrêmement long. La tâche s'annonce donc difficile, d'autant plus qu'en partant, les Russes ont saboté notamment des ponts qui permettent le ravitaillement, notamment par des gros camions. Et il y a urgence, Solène, tout simplement parce que les températures commencent à baisser de plus en plus. Pour vous donner une idée, il fera vendredi moins 4 degrés à Kherson. Mais alors comment est-ce qu'on retrouve du Wi-Fi, comment est-ce qu'on téléphone? Ça va passer, on imagine, par Elon Musk peut-être. Elon Musk, et oui, regardez ces images d'abord. Ce sont des soldats ukrainiens qui posent des antennes pour retrouver donc du réseau téléphonique et qui permettent donc aux rares habitants qui sont restés à Kherson de pouvoir téléphoner à leurs proches. Et cette machine donc que vous voyez à l'instant à l'image, c'est l'œuvre de cet homme, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, propriétaire de Twitter notamment et de SpaceX. Il a créé Starlink, donc c'est un système qui permet d'avoir accès à Internet grâce à une constellation de satellites mis en orbite dès 2019. L'entreprise américaine a livré d'ailleurs plus de 25 000 Starlink à l'Ukraine depuis le début de la guerre pour un coût très élevé, plus de 400 millions de dollars. Ça avait d'ailleurs fait polémique il y a quelques semaines puisque Elon Musk ne voulait plus payer pour l'Ukraine et avait demandé l'aide des États-Unis, ce qui avait été refusé. Et pour Elon Musk, Starlink est le seul système de communication qui continue à fonctionner sur le front. Tous les autres sont morts, a-t-il dit sur Twitter il y a quelques jours. C'est donc utile pour les civils, mais également pour les militaires. Un major de l'armée ukrainienne avait expliqué que les soldats peuvent mettre en place en quelques minutes un flux satellite opérationnel sur le champ de bataille. Merci beaucoup Mathieu Carman pour toutes ces précisions. Bélir Nabi, c'est vrai que c'est primordial, on ne s'imagine pas forcément, mais ces gens, ces Ukrainiens ont été coupés du reste du monde pendant des semaines, des mois, ils ont passé 8 mois sous occupation russe. Aujourd'hui, ça doit être une véritable bouffée d'air frais que de pouvoir recontacter. On entendait hier une jeune fille qui avait pu envoyer un texto à son copain. Enfin, ce sont des choses qu'on n'imagine même pas en fait. Oui, par définition, on est dans une phase que l'histoire connaît bien, à savoir ce qu'on appelle la libération au singulier, la libération des villes en général. On connaît ces scènes de liesse, ce sentiment de libération, tout simplement, vécu à l'échelle individuelle et collective. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu plus ambivalent, un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez une ville libérée,
mais qui en même temps reste pratiquement sur une ligne de front. La guerre n'est pas terminée. Et donc vous avez un contraste entre ce sentiment qui relève du soulagement et de l'autre, le fait d'être toujours partie prenante d'un conflit armé où Ils finalement... sont à portée d'artillerie, de tirs d'artillerie. Exactement, pratiquement sur une ligne de front. Donc voilà, il y a cette tension-là, ce sentiment forcément ambivalent après l'euphorie, tout à fait naturel après la libération de la ville. Et puis vous avez d'un autre côté aussi cette double dimension du conflit, sa dimension purement militaire et de l'autre sa dimension civile dans la mesure où l'armée russe a pris la décision, et elle n'est pas si originale que ça, mais d'impliquer totalement finalement la population parmi les éléments stratégiques à viser, tant à travers le fait de bombarder aveuglément des bâtiments, et ça on l'a pu le constater dans différentes villes ukrainiennes, mais également en visant des infrastructures civiles, mais qui représentent aussi des cibles stratégiques sur le plan militaire. Donc il y a toujours cette ambivalence-là qui fait qu'aujourd'hui Kherson est libérée, mais ça reste une ville qui est sur une ligne de front, qui est toujours en guerre, tout simplement. Et alors, il y a la dangerosité qui est liée à la proximité, que vous expliquez très bien, avec la ligne de front. Dangerosité également parce que la ville a été complètement minée aussi par les soldats russes. C'est Volodymyr Zelensky hier qui nous dit que d'ores et déjà 2000 engins explosifs ont été neutralisés, alors par des militaires, notamment par des policiers également. 200 agents de la police ukrainienne sont déployés actuellement déjà pour sécuriser la ville, mais aussi pour commencer à enquêter, et c'est là où on se projette, Christian Megrelius, mais sur d'éventuels crimes de guerre. C'est ça aussi la crainte désormais, c'est de retrouver à Kherson ce qu'on a retrouvé à Liman, ce qu'on a retrouvé à Boutcha, à Borodianka. Oui, je pense que c'est un risque considérable et on va s'en apercevoir dans quelques jours. De mon côté, ça inspire un certain nombre de réflexions compte tenu de la situation de l'opinion publique à Moscou, que je suis quasiment au jour le jour. Vous connaissez très bien. Comment ? Que vous connaissez très bien. Oui, que je connais très bien, puisque j'ai mes affaires là-bas qui n'ont pas été fermées. Et ce que je peux dire, c'est que il y a un sentiment de consternation. Il n'y a pas du tout un sentiment de victoire à Moscou, dans la rue. Les gens se rendent compte qu'en réalité, les troupes reculent. Elles ont des nouvelles du front par les garçons qui ont été incorporés et qui leur expliquent la pagaille dans laquelle ils vivent. Il se rend compte aussi que le Kremlin commence à délirer. Hier soir, j'écoutais une émission de télévision où le présentateur vedette de la télévision russe disait « je ne sais plus quoi dire, nous sommes en lutte contre Satan, il faut que nous arrivions, nous, les agents du bien, à vaincre Satan ». Voilà où on est. De la dénazification à la désatanisation, c'est vrai qu'on l'a constaté. Mais actuellement, ça n'est plus l'Ukraine, ça n'est plus l'OTAN, c'est Satan. Alors quand on en arrive à ce degré de délire, on se dit qu'il n'y peut n'y avoir que de mauvaises décisions prises à Moscou. Et j'ai peur que Kherson en soit la victime dans les jours qui viennent. Et dans le même registre, on a d'ailleurs entendu également Ramzan Kadyrov qui parlait de guerre sainte également. Oui, et puis Medvedev qui raconte encore comme d'habitude qu'on va balancer des ça tombe bien, bombes atomiques. On va y venir justement. Alors ces images d'un début de retour à la normale à Kherson sont un camouflet supplémentaire pour Vladimir Poutine, qui n'a d'ailleurs toujours pas réagi. L'accumulation de ces revers militaires d'ampleur pose question. 3 revers majeurs quand même depuis le début de cette guerre. Si on schématise, dans la région de Kiev, d'abord en mars, de Kharkiv, revers le 6 septembre, et puis là, Kherson, c'était vendredi. Alors certains spécialistes du monde russe, comme Galia Ackerman, que l'on reçoit souvent à LCI, qu'on connaît bien, parlent de Vladimir Poutine, regardez, comme d'un rat acculé. Gérard Chalian, après la défaite de Kherson, Vladimir Poutine l'est plus que jamais. Que faut-il craindre aujourd'hui dans Vladimir Poutine acculé ? Moi, je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Vous voyez, il y a tout de suite, les gens vont dire, ah ben, il va utiliser le nucléaire. Non, je crois qu'il faut être raisonnable. Il ne faut pas que nous cédions aux propagandes, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Chacun présente l'adversaire comme l'incarnation du mal, ce qui est absurde, mais enfin classique. Nous connaissons ça déjà. La guerre continue. Oui, M. Poutine a eu 3 revers sérieux. Le premier,
il n'a pas réussi à Kiev, ce qui était le plus important, c'était changer de régime et en avoir un qui lui soit acquis. Ça, c'est fini. Ça devait se faire en 3 jours, normalement. C'est grâce aux renseignements donnés par les Américains et aussi au caractère de Zelensky et du patriotisme des Ukrainiens. Deuxièmement, bon, Kharkiv. Maintenant, nous avons Kherson. Ceci dit, ce n'est pas la débandade. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche surtout à le charger de crimes de guerre, dans la mesure où c'est important, si vous voulez, de diminuer absolument toute espèce d'image qui puisse, comment dirais-je, faire que son combat ait sens. Dans la pratique, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Poutine. C'est un tacticien sérieux, c'est un calculateur, et il ne s'estime pas battu. Il va s'accrocher très très fort. La guerre continue. Il ne faut pas du tout s'imaginer que nous avons franchi une étape importante. J'ajoute une dernière chose très très importante, c'est qu'il s'agit de démoraliser l'adversaire en le privant d'eau, en le privant d'électricité, en le privant de la plupart des choses, ce qui fait que c'est très dur de résister parce que survivre, c'est déjà un combat. Alors la question de la potentielle riposte de Vladimir Poutine taraude tout de même les responsables occidentaux. Regardez ce que dit le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, ces dernières heures. Je cite, « Si le retrait est bienvenu, personne ne va sous-estimer la menace que pose la Russie. » Alors une petite phrase justement qui prend tout son sens, que vous avez évoqué, Christian Megreli. Si l'on regarde ce que déclare ces dernières heures également l'ancien président russe Dmitri Medvedev, il agit de nouveau de manière à peine voilée la menace nucléaire. La Russie n'a pas encore fait usage de tout son arsenal de moyens de destruction possible. Chaque chose en son temps. Ceci étant dit, Bélier Nabli, est-ce qu'il faut craindre une riposte, une vengeance en préparation du côté du Kremlin? Et si oui, de quel type? Il faut s'en tenir à ce qu'on appelle la doctrine nucléaire russe, qui finalement établit un lien entre une menace existentielle ou une agression contre l'intégrité territoriale russe et l'usage de l'arme nucléaire. Reprendre Kherson, c'est plus qu'une menace existentielle, là. C'est là où j'en viens justement à la crédibilité du discours russe, dans la mesure où, précisément, depuis Kherson, on ne sait pas si ça appartient ou pas à la Russie du point de vue russe. Si on s'en tient à la lettre, oui, c'est bien. Et c'est en cela qu'on est dans une situation extrêmement complexe et ambivalente. Si on s'en tient à la lettre du discours russe depuis le début du conflit, vous avez des territoires ukrainiens qui en réalité relèvent du point de vue de Moscou, du territoire russe. Donc à partir du moment où Kherson, qui était considéré comme russe, tombe du côté ukrainien, on pourrait considérer que la Russie est attaquée sur son propre territoire. En réagissant pas de manière logique eu égard à ce discours-là, c'est le discours russe qui perd encore un peu plus en crédibilité, en vérité. C'est peut-être l'un des enseignements les plus importants de cette défaite qui est d'abord militaire, c'est son enseignement politique. C'est-à-dire que là, pour le coup, la crédibilité du discours russe en prend plus qu'un coup. Au-delà de la satanisation de l'ennemi, ce type d'irrationalité, on l'a déjà rencontré effectivement dans d'autres discours, y compris côté occidental. Je renvoie à George Bush en 2003 qui parlait de bien et de mal. Mais là, en l'occurrence, c'est la parole de Vladimir Poutine qui avait considéré que jamais, au grand jamais, la Russie n'abandonnerait Kherson. Donc ce qui restait chez Poutine, c'est au moins l'image de l'autorité et de la crédibilité de son volontarisme. À partir du moment où non seulement cette défaite procède en réalité d'un retrait, d'une décision de se retirer, de ne pas se battre jusqu'au bout, on voit bien là que finalement c'est politiquement que la Russie est définitivement affaiblie. Et on se rappelle d'ailleurs, c'était le 29 septembre, lors de la cérémonie d'annexion de ces 4 territoires, de ces 4 oblasts ukrainiens, Christian Megreli, Vladimir Poutine l'avait dit haut et fort. J'utiliserai tous les moyens à ma disposition, sous-entendu même l'arme nucléaire, alors peut-être seulement entre guillemets tactique, mais enfin bon, c'est quand même encore plus désastreux que Hiroshima, voilà, ça peut l'être. Aujourd'hui, finalement, Kherson revient dans le giron ukrainien, même pas une réaction de la part du président russe, qui perd, comme l'a très bien expliqué Bélier Nabli, toute crédibilité. J'ai consulté, avant de venir ici, les résultats du référendum sur le rattachement. Il y avait 85% des voix à Kherson qui étaient pour le rattachement à la Russie. Par conséquent, on pouvait considérer que c'était acquis.
Or, c'est quand on 85%. voit les images... Donc on se rend compte que les Occidentaux qui disaient que ces référendums étaient truqués avaient raison. Et ça, c'est reçu par l'opinion publique russe. C'est ça qui est important. Il y a une décrédibilisation du Kremlin progressive dans l'opinion russe, surtout à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Oui, oui, tout à fait. Tout ce que dit le Kremlin est forcément un mensonge. Ils ont signé des contrats internationaux, des traités internationaux. Ils n'ont pas respecté. Ils ont dit que jamais ils iront envahir l'Ukraine. Bah, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas volé d'enfants. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de crime de guerre. Ils ont dit plein de choses. Et à chaque fois, c'était des mensonges. Donc, comment on peut croire des gens qui nous mentent tout le temps et qui ne tiennent pas parole? On peut pas avoir confiance en eux. Je ne sais pas si vous en pensez là. Oui, juste une petite précision. À chaque guerre, vous avez ce qu'on appelle la propagande. C'est inhérent, consubstantiel. Mais des deux côtés, d'ailleurs. Ouais. Mais là, c'est au-delà de la propagande, c'est la parole de l'État qui est engagée. Lorsque vous parlez d'engagements internationaux non respectés, lorsque le chef de l'État lui-même s'engage à réagir de telle manière dans différentes hypothèses et qu'en réalité, cet engagement n'est suivi d'aucun effet. Là, c'est au-delà de la propagande, c'est la crédibilité politique de la Russie qui est affectée. Alors justement, en perdant cette crédibilité, en enchaînant ces gifles, ces camouflets, on se demande aussi si Vladimir Poutine ne finit pas par être de plus en plus affaibli. Est-ce qu'il y a un avant-après Moscou? Déjà, une petite question, peut-être, Gérard Chaliand, on est passé d'un Vladimir Poutine qui était dans l'ultra-communication, c'était quasiment un jour une sortie, un jour une déclaration, à aujourd'hui silence radio, pas de réaction de Vladimir Poutine sur la perte de la ville de Kherson. Comment on l'explique? C'est qu'il n'a pas de quoi se vanter. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est reprendre la parole au cas où il y aurait une tentative de passer de l'autre côté du Dniepr, du côté ukrainien, et que les Ukrainiens n'y arrivent pas. Alors à ce moment-là, il va triompher en disant « Vous voyez, je tiens le pays solidement ». Quant aux histoires de ce qui est la Russie ou ce qui n'est pas la Russie, c'est strictement de la propagande. Kherson n'a jamais été russe, Kharkiv n'a jamais été russe non plus, je ne parle même pas de la capitale. Dans la pratique, on peut estimer que sont russes, bon, la Crimée, indiscutablement, puisqu'elle a été donnée en 1954 par Khrouchtchev, et deuxièmement, on peut discuter sur le Donbass avec Donetsk, Luhansk, où il y a eu une protestation de la population russe dès 2014. Voilà. Bon, le reste, c'est de la propagande. Nous, on n'est pas ici pour dire que bravo la propagande, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire qu'on a toujours, comment dirais-je, tendance à écouter un côté. C'est vrai, l'agresseur, c'est bien la Russie, mais enfin, tout ce qui est dit de l'autre côté n'est pas non plus la vérité absolue. Alors, la Crimée, c'est un grand débat. Je vous voyais faire un nom de la tête, Nathalie Schran. On y reviendra sur le débat de la Crimée, mais j'aimerais votre avis sur ce que j'ai pu lire ce matin dans la colonne du Monde. Est-ce que c'est lié ou pas? Vous allez me le dire, mais on apprend qu'une formation militaire dans les écoles russes va être lancée à partir de septembre 2023. Initiative du ministre russe de l'Éducation qui reprend un programme de l'ère soviétique où les élèves avaient une formation militaire obligatoire. Ça avait pris fin en 1993. Alors, c'est une formation sur les mesures en cas d'attaque chimique, nucléaire, les premiers secours et sur l'utilisation de fusils Kalachnikov. Est-ce que c'est lié, Christian Maegrelis, vous pensez à la débâcle actuelle? Non, c'est de la propagande. Là encore? De l'action psychologique. D'accord. Je ne vois pas les Kalachnikov aller dans les écoles. Oui, l'image est très surprenante. Alors, par les élèves. Il nous explique que c'est pour mieux préparer les conscrits, mais d'accord, donc pour vous c'est anecdotique, Nathalie Schran? Moi je pense que c'est pour encore mettre la pression sur les gens, pour dire que le patriotisme, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai une amie qui a connu l'Union soviétique en Ukraine, qui est capable de démonter et remonter une Kalachnikov en 1 minute. Donc c'était vraiment ce qui se passait en Union soviétique, et c'est ça qui est quand même qui fait pas peur, mais qui fait remonter des choses historiques et complètement hors de propos, quoi. C'est quand même ce que je pense aussi à une image qu'on voit souvent, c'est les enfants dans les poussettes en forme de chars avec des uniformes soviétiques, etc. Ça aussi,
Par contre, ça, je trouve ça très choquant et très inquiétant quand même, de se remonter autant dans le temps, alors que ce pays devrait être tourné dans l'avenir comme tous les autres, quoi. Mais c'est en cela que c'est pas anecdotique. C'est-à-dire que, de la même manière que la guerre en Ukraine est un épisode historique important, mais qui s'inscrit en fait dans un mouvement, dans une dynamique favorable, enfin d'exaltation du nationalisme russe. Et cette exaltation du nationalisme russe ne va pas mourir politiquement avec une victoire ou même une défaite. Je pense qu'on est dans un cycle long du point de vue politique interne russe, où précisément ce type de décision annonce que, quelle que soit l'issue de la guerre, de toute manière, on est dans une phase nationaliste, patriote, qui prend également une dimension maintenant militaire, une militarisation de ce nationalisme-là, comme l'atteste d'ailleurs l'appel et la mobilisation partielle, hein, et finalement la diffusion ou le retour de ce programme de formation militaire au sein même des établissements scolaires. Donc là, on est, du point de vue de ce qu'est la Russie contemporaine, c'est quand même important et tout à fait symboliquement significatif. Alors, il paraîtrait que, oui, Christian Macaulay, Gérard Chaliancy veut réagir, mais vous avez de la chance, on se retrouve dans 3 petites minutes. On va continuer à en parler, ne vous inquiétez pas. Paraîtrait-il que Vladimir Poutine a un agenda très chargé. C'est ce que dit son porte-parole, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ça explique pourquoi le président russe ne va pas se rendre au G20 à Bali, en Indonésie, qui commence mardi. Et justement, on va retrouver dans un instant nos envoyés spéciaux sur le terrain, Marie Chantray, avec Stéphane Iorgulescu. Marie Chantray, vous allez nous dire que Vladimir Poutine, grand absent de ce sommet, mais qu'il est présent dans toutes les têtes. A tout de suite, Marie. Votre programme avec les solutions